Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme de Dieu, homme politique, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Cette émission sera un peu bilingue, nous allons parler français, un peu lingala pour une meilleure communication, pourquoi pas. Et aujourd'hui, je reçois un confrère, un journaliste, il s'agit de Ambroise Mamba. Il est journaliste à Congo Web Télévision et analyste politique, expert maison. Ambroise Mamba, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Ou bien comment vas-tu? Tu as un confrère, hein, je peux te tutoyer quand même. Merci Nicole. Merci. Mais ça fait longtemps quand même. Hein? Merci, je suis déjà passé plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois dans Tac au Tac Magazine. Tu étais un invité habituel mais tu m'as fui. Justement, je salue également tout ce grand public qui suit cette émission. Je suis ravi de te retrouver encore ce soir. Et moi surtout en forme, hein, bien que le monde traverse une crise sanitaire sans précédent, mais au moins tu es en forme et donc je suis contente. La grâce de Dieu. Et je vois que tu prends bien soin de toi. Eh bien, Ambroise Mamba, Daniel Massaro, le neveu de Vital Kamerhe, vient d'être arrêté. Pensez-vous que cela ait une incidence sur le procès Kamerhe? Bien sûr. Parce que Daniel Massaro était pratiquement la pièce qui manquait dans l'affaire Kamerhe. Et vous allez vous rappeler qu'au lendemain de la détention provisoire de Vital Kamerhe, lorsqu'il avait été invité le 10 mars dernier, et les jours qui avaient suivi, on avait invité Daniel Massaro à se présenter au parquet de Matete. Alors, et puis, sur la toile, dans les réseaux sociaux, on a vu des photos qui ont circulé avec des photos, des vidéos de Daniel Massaro. Je ne sais pas si ces photos sont vraies ou fausses, mais on a vu quand même ces photos avec Jamal Sami. On a vu des photos qui brandissaient quelques billets verts, ainsi de suite. C'est que quelque part, Massaro est aussi impliqué d'une manière ou d'une autre dans cette affaire de Vital Kamerhe. Mais au lieu d'aller se présenter devant les procureurs qu'il a invités, il a pris fuite. Alors, ça signifie quoi dans l'opinion lorsque vous prenez fuite? Quelque part, vous vous culpabilisez. Vous reprochez de quelque chose. Quelque part, vous estimez, par exemple, lorsqu'il a vu Vital Kamerhe, d'abord son propre chef, être détenu, provisoirement bien sûr, il s'est dit, mais si moi, je me présente également, on va me détenir, on va m'arrêter. Puisque on a arrêté mon chef, moi, je ne pourrais pas y échapper. Voilà pourquoi il a pris fuite. Mais les services de sécurité ont quand même beaucoup travaillé pour les récupérer. Nous avons appris qu'il est présentement à l'ANER. On a appris qu'effectivement qu'il est à l'ANER, il pourrait être transféré au parquet le lundi prochain. Est-ce qu'il sera entendu ou bien directement il sera à Soumap? Parce que Mikolo Komikaba Soumap. Je pense déjà qu'au niveau de l'ANER, d'abord il a été entendu. Au niveau du parquet, il sera également entendu. Mais ça dépendra de cette audition. Comment les magistrats ou bien les juges instructeurs va devoir juger ses propos, et c'est à partir de ses propos s'il découvrait par exemple qu'il y a des indices sérieux de sa culpabilité et que d'abord déjà le fait qu'il ait fui prouve qu'il ne veut pas collaborer, il ne veut pas collaborer avec la justice. Alors c'est ce qui veut dire qu'il y a quelque part une incidence dans les procès Vital Kamerhe, parce que j'ai lisé d'ailleurs ce matin un média en ligne qui a titré que Vital Kamerhe était affecté par l'arrestation de Massaro. À un moment, je me posais la question de savoir, mais comment devrait-il être affecté? Peut-être parce que lui aussi, là où il est, il sait peut-être que la pièce maîtresse qui pouvait peut-être mettre en difficulté le juge a été retrouvée et que ça mettait en difficulté son acquittement. Et voilà pourquoi les gens sont en train peut-être de spéculer beaucoup plus par rapport à la condamnation. Attendons voir la suite alors. Mais il faut voir la suite. La suite, ok. La première audience du procès de Vital Kamerhe a eu lieu le lundi 11 mai dernier. Et comment avez-vous analysé ce face-à-face entre Kamerhe et son juge naturel? D'abord, je trouve que il y a eu une communication qui avait précédé ce procès, ou bien cette audience, la première. Cette communication politique de l'UNC, des proches de Vital Kamerhe, qui avait tendance à faire passer un message au sein de l'opinion, un message selon lequel il y aura des révélations que Vital Kamerhe va faire.
on a commencé à faire pression pour que le procès soit retransmis en direct à la télévision nationale. Lorsqu'on a appris, on aurait appris qu'il n'y avait plus possibilité que le procès ou bien l'audience soit retransmise à la télévision nationale. Il y a eu cette demande du média du prévenu, Canal Futur, au président du tribunal des grandes instances de la Gombe pour obtenir la retransmission en direct. Pourquoi? Parce que on pensait que Vital Kamerhe va faire des révélations par rapport à cette affaire. Mais les révélations, on s'attendait à quoi? À une sorte d'accusation du chef de l'État. Vous pouvez vous en douter. Parce que dans l'opinion, on estimait par exemple qu'il pouvait citer directement le chef de l'État, qu'il serait impliqué d'une manière ou d'une autre. Ce n'était qu'une première audience. Oui, d'une manière ou d'une autre. Vous m'avez posé la question de savoir comment j'ai analysé la première audience. Je suis en train de répondre à la question. Alors, j'ai commencé par dire qu'il y avait ce qui avait précédé l'audience, c'était la communication de l'UNC. Mais lorsque l'audience a eu lieu, qu'est-ce que je remarque? Je remarque par exemple que Vital Kamerhe était presque imbu de lui-même. Il avait une certaine arrogance dans ses propos. Je ne parle pas de l'assurance, je parle de l'arrogance. De l'arrogance. Je parle de l'arrogance. Vous savez, quand il est devant le juge, il n'a pas voulu se faire petit. Mais il était un peu il a d'abord signifié lui-même, tout le monde sait qu'il est directeur, il était directeur de cabinet, parce qu'il est actuellement suspendu. À l'époque, il était encore directeur du cabinet du chef de l'État. Tout le monde le sait, même les juges le savaient. Mais on posait des questions de forme pour savoir s'il pouvait confirmer qu'il est directeur de cabinet. Mais la manière dont il répondait, dire par exemple que non, ce n'est pas que j'ai confirmé que je suis directeur de cabinet, c'est la réalité. Et puis il parle de la notoriété qu'il y a autour de son poste de directeur de cabinet, c'est de l'arrogance. Dire par exemple au juge que je suis intellectuel, c'est de l'arrogance. Parce que vous semblez dire au juge que vous êtes plus intellectuel qu'eux, alors que vous êtes devant la barre, vous êtes... il a été mal conseillé par ses avocats ou comment? Il n'a même pas laissé parler les avocats, c'est lui qui parlait. À un moment, c'est comme s'il ne voulait pas que les avocats interviennent. Parce que le procès pénal est trop technique et les avocats le savent. Et à un moment, lorsqu'il a été invité à se présenter à la barre, les avocats se sont avancés. Il a dit non, vous pouvez laisser, il n'y a rien. Vous sentez que c'est un peu de l'arrogance. Mais quand il a commencé à parler, lorsqu'on lui pose des questions, s'il connaissait son co-accusé Jamel Sabi, il répondra qu'il était un peu pratiquement, on peut dire sage, parce qu'il a dit qu'il a rencontré beaucoup de gens pendant la campagne électorale et qu'il n'était pas obligé de pouvoir retenir les visas de tout le monde qu'il connaissait. Mais cette réponse n'a pas été, à mon avis, bien réfléchie. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites les affaires, vous êtes directeur du cabinet du chef de l'État. Vous avez eu à écrire des lettres à la DGSMP, à la Direction Générale des Contrôles de Marchés Publics, pour obtenir un avis de non-objection, pour que les marchés publics soient accordés par la procédure de gré à gré à Ousmane Saherel ou à Samibo Congo. Vous devriez quand même connaître la personne. Lorsque vous répondez de cette manière-là, c'est de l'irresponsabilité et de la légèreté. Alors il a répondu de cette manière-là, je pense qu'il a été un tout petit peu léger. Et puis, vous sentez que... Et lorsque vous décaissez aussi de l'argent, des millions comme ça, 2 millions donnés aux inconnus, des personnes que vous ne connaissez pas. Justement. Et aussi, lorsqu'on lui pose la question par rapport à la manière, à quel titre, ou bien au rôle qu'il a joué dans la gestion du programme des 100 jours du chef de l'État, il a pratiquement dit qu'il n'était pas seul. Il a pratiquement dit qu'il n'était pas seul. Il a cité des coordonnateurs. Oui, effectivement, c'est ça. Ils étaient au nombre de 9. Vous savez, le problème, c'est quoi? Il y a eu un problème, il y a eu un défi, où il y a eu un objectif à atteindre. L'objectif était de faire passer un message au sein de l'opinion que le procès de Vital Kamerhe est politique. C'était ça l'objectif qu'il voulait poursuivre. Parce que quand il passe à la télévision nationale, il est populaire dans les Kivu, ça on le sait. Il est populaire dans les Kivu. Il sait que ses sympathisants sont devant la télévision, ils sont en train de suivre. Alors il faut leur transmettre un certain message que le procès est politique. Et c'est pourquoi, vite, il veut faire ce qu'il a appelé révélation pour dire par exemple que non, il n'était pas seul, il était avec les autres, mais tout de suite, un jour après, on a vu un document des rôles qui ont été attribués aux personnalités qui ont géré les programmes des 100 jours, fuités dans les réseaux sociaux. On a vu
des superviseurs, on a vu aussi des coordonnateurs. Oui. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez les documents, vous allez voir que parmi les superviseurs, il y en avait 9, c'était lui le numéro 1 de tous les autres superviseurs. Donc il était pratiquement le chef. Et la supervision était pratiquement au-dessus de la coordination, ou bien la supervision est au-dessus de la coordination. Donc il me semble que quelque part c'est un peu raté. La toute première audience a été ratée. Il faudra peut-être que cette fois-ci, puisque la prochaine est programmée le 25 mai prochain, cette fois-ci, il laisse beaucoup plus parler peut-être les avocats. Les avocats, oui. À moins qu'ils soient invités personnellement à répondre directement au juge. Et comment avez-vous trouvé Jamal aussi de son côté, qui a dit la même chose? Il y a eu de ne pas connaître Vital Kamerhe aussi. Avec Jamal Sami, il y a eu pratiquement un langage des sourds. Vous savez, je suis journaliste, j'analyse. Ils sont accusés à deux dans une même affaire. Et ils comparaissent à deux pratiquement. Là, il faut faire attention. Ce que Vital Kamerhe dit, si c'est remis en cause par ce que Jamal Sami va dire, ils sont mal barrés. Voilà pourquoi la première personne à répondre aux questions, c'était Jamal Sami, qui a dit pratiquement qu'il n'a jamais rencontré Vital Kamerhe. Jamais, je ne l'ai jamais vu. Il met tout de suite en difficulté Vital Kamerhe. Et tout de suite après, nous avons vu deux photos. Il voit sur les réseaux sociaux. Il met en difficulté Vital Kamerhe. Parce que quand on va poser la même question à Vital Kamerhe va dire quoi? S'il dit par exemple qu'il connaissait, il l'a déjà rencontré Jamal Sami, directement il culpabilise son co-accusé. Voilà pourquoi il a un peu répondu de cette manière-là, que non, j'ai rencontré beaucoup de gens, je ne sais pas vous dire que j'ai retenu tout le monde que j'ai rencontré. Donc c'était pratiquement un raté de cette première audience. Et vous savez que ça a été noté. Et autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que il y a eu un peu de l'embarras dans les camps de Kamerhe en regardant la documentation qu'il y a au niveau du ministère public de la République. Ils étaient en train tout le temps de dire au tribunal que mais nous n'avons pas pris connaissance du dossier que la République détient. Oui, ça aussi nous avons remarqué. Oui, nous n'avons pas pris connaissance du dossier que la République détient. Et quelque part, ils sont un peu dans l'embarras. Ils se posent la question de savoir si nous comparaissons dans un tel sens, nous risquons d'être éclaboussés dans un autre sens par les documents administratifs que détiendrait la République. Voilà pourquoi ils souhaiteraient... Mais il y a eu trop d'erreurs aussi dans les écrits. Hein? Voilà pourquoi ils souhaiteraient avoir les mêmes dossiers pour qu'ils puissent comparaître à armes égales. Mais la République a répondu tout de suite que non, le dossier se trouve au greffe, il suffisait d'aller au greffe et d'avoir tous les dossiers, et d'avoir toutes les pièces à conviction pour savoir comment se défendre. Et je pense qu'ils sont en train de se battre au moment où nous parlons pour avoir réunir les noms de Soraya Piana aussi a été cité, donc on ne sait pas si elle sera interpellée ou pas. Bon, Soraya Piana, c'est la belle-fille de Vital Kamerhe, c'est la fille de Jibin Piana, on sait comment ça s'est passé. Alors, il a été cité parce que à travers lui, il a servi de pont. Est-ce que le juge va juger bon de la faire venir à la barre ou on va pratiquement... mais Vital Kamerhe n'a pas encore répondu à la question. Hein. On n'est pas encore entré dans le fond du sujet. Jusque-là, c'était l'identification des prévenus. Et puis, on a laissé la République identifier les prévenus et puis donner les griefs qui sont retenus à leur charge. Ça dépend de ce que Vital Kamerhe pourrait répondre. Soit il pourrait plaider coupable sur ce point-là, des concessions qui lui ont été acquises au travers de sa belle-fille pour accorder aussi le marché de gré à gré à Sami Jamal. Ça dépend de la manière dont il pourrait agir, mais s'il nie, et pour revenir un peu à ce que vous avez dit, vous savez déjà, le fait pour lui d'avoir nié qu'il ne connaissait pas Jamal Sami, par exemple, nous risquons aussi d'être surpris désagréablement par la présence de Daniel Massaro, parce qu'on l'a arrêté, on le présente comme le neveu de Vital Kamerhe. Qui sait s'il pourrait dire qu'il ne le connaissait pas non plus? Parce qu'il a déjà commencé par répondre qu'il ne connaît pas tout le monde. Est-ce qu'il pourrait dire encore qu'il ne les connaît pas? Il pourrait encore dire qu'il ne connaît pas. L'affaire Jamal et son oncle Vital Kamerhe, c'est Massaro. Ah oui, pratiquement. Ce sont des choses qui se racontent encore dans les réseaux sociaux qu'il aurait servi des ponts. Mais si la justice a trouvé bon de pouvoir inviter aussi Massaro à répondre, c'est qu'il a joué un rôle
Il a joué, oui. Il a joué un rôle. Et comme il a été retrouvé, je pense que le procès sera public. Et revenons un peu à ce que vous venez de dire tantôt, que Kamere meurt d'envie de faire des révélations. Et dans l'opinion, on pense directement au chef de l'État. Oui, mais justement parce qu'il est... Mais pourquoi penser au chef de l'État? Donc, l'opinion pense que le chef de l'État aussi est impliqué par rapport au détournement des 15 millions et puis, je ne sais pas, rétrocommission. Bon, les 15 millions... Et s'il était cité, qu'est-ce qui va advenir? L'affaire 15 millions n'est pas devant les juges. On est devant les juges pour le programme de 100 jours et particulièrement pour les maisons préfabriquées. Et je pense qu'on a programmé pour les 18 mai. Ce sera... les 18, ce sera demain. Les 18, non, lundi. Lundi. Oui. Pour l'affaire qui concerne les sauts des moutons. Ce sera avec le directeur général des Africas. Et je pense là, si encore il est cité. Alors, c'est dire que ce n'est pas l'affaire des 15 millions qui a été portée devant le juge, c'est l'affaire du programme de 100 jours. Le programme de 100 jours. Alors, lorsque il meurt d'envie, je voulais dire, de faire des révélations, par exemple. Dans l'opinion, on passe directement au chef de l'État parce qu'il était directeur du chef de l'État. C'est lui-même, Kamere, qui a demandé que le procès soit public, il était médiatisé. Il était directeur de cabinet du chef de l'État. Et lorsque on pense au rôle que joue les directeurs de cabinet du chef de l'État, on estime qu'il agit au nom de son chef direct. C'est ce qu'il disait. Il agit au nom de son chef direct. Oui. Maintenant, c'est à lui peut-être de prouver. Parce que vous savez que sur le plan politique, Félix Tshisekedi est en train de faire... Il est président de la République. Est en train de faire peut-être certaines bonnes choses, sur le plan de la justice par exemple. Non seulement il est aussi combattu par d'autres familles politiques, mais il y a aussi des mécontents qui ne veulent pas le voir réussir. Et tout de suite, quand Vital Kamere dit qu'il va faire des révélations, on pense tout de suite au chef de l'État. C'est-à-dire que les détracteurs du chef de l'État veulent le voir être impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais son neveu, moi j'ai vu une vidéo là sur les réseaux sociaux, son neveu est en train de confirmer que non, le chef de l'État y est pour quelque chose. C'est des bonnes guerres. Vous savez, c'est des bonnes guerres en politique. Je peux comprendre l'objectif poursuivi, je vais vous le dire. C'est quoi l'objectif poursuivi à vouloir tout le temps citer le chef de l'État? Parce qu'on veut obtenir la libération de Vital Kamere. Qui a été rejeté plusieurs fois. La libération de Vital Kamere. Et ils savent que la personne la mieux placée actuellement pour intervenir directement pour cette libération, c'est le chef de l'État. Maintenant, comment obtenir cette libération? Il faut... Par le chantage. Ah, voilà. C'est le chantage. Il faut procéder par le chantage. Comme ça, on effraie le chef de l'État. Et quand il sera effrayé, il pourrait obtenir la libération de Vital Kamere. Je suis en train de louer un peu le calme du chef de l'État dans cette affaire. Il reste tellement calme, il est serein. C'est lui qui veut instaurer l'état des droits au pays. Et effectivement, il a approuvé, Vital Kamere a approuvé. Quand vous avez suivi, quand on a lu le PV, on a lu les griefs retenus à charge de Vital Kamere par la République. Lorsqu'il a lu, on n'a pas cité le chef de l'État. On n'a pas cité le chef de l'État. On a dit que les deux accusés, les deux co-accusés, Jamel Sami et Vital Kamere, ont agi de manière concertée pour détourner la somme qui est estimée aujourd'hui à plus de 50 millions de dollars. Eh bien, lorsque vous observez toutes ces arrestations, on peut dire que la justice est devenue indépendante. De plus en plus. Sous Fachi. De plus en plus. Parce que c'est quand même une première. C'est une première. De voir un chef, comme directeur de cabinet être arrêté. Une première. De voir un directeur de cabinet du président de la République en fonction, être détenu par la justice. Ça n'a jamais existé. Et si ça n'a jamais existé, cela ne veut pas dire que les autres n'avaient jamais volé. Cela ne veut pas dire que les autres directeurs des cabinets, eux, n'avaient pas fait des choses. On est en train de sous Joseph Kabila, on a connu beaucoup de directeurs de cabinets. On a connu Évariste Bouchab, même s'il a eu des problèmes avec... lui, au moins, à cette époque, il avait démissionné. Lorsqu'il y a eu des soupçons par rapport aux 33 millions de la SNEL, il a eu le courage de démissionner. On a eu beaucoup de directeurs de cabinet, on a eu Béa Sikou, on a eu Néhémie Mouilagna. Donc, ce sont des directeurs de cabinet qui ont travaillé sous Joseph Kabila. Ont-ils déjà été détenus une seule fois? Non. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'avaient pas commis des faits?
je ne veux pas vous le faire dire. Il ne faut pas les fouiller dans les passés. Alors, non plus, on ne va pas fouiller dans le passé. Oui. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancées au niveau de notre justice, parce que vous savez qu'il y a le directeur général de l'OGFREM qui est aussi inquiété par la justice, qui fait l'objet d'un mandat d'amener. Jusque-là, il y a beaucoup d'interférences politiques. Mais il y a beaucoup pourquoi, d'interférences politiques. On aurait même cité l'ancien directeur de cabinet de... Donc, le directeur de cabinet de Joseph Kabila, c'était le tout dernier, avant que Joseph Kabila ne parte, Néhémie Mouilagna. Mais jusque-là, le FCC n'est pas inquiété. On ne voit que du côté du chef de l'État. La justice est en train de faire son travail. Je ne voudrais pas vous le faire dire, que le FCC n'est pas inquiété. D'abord, le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Il ne va pas fouiner dans le passé. Mais la population cela ne veut pas dire cela ne veut pas dire on veut voir aussi la suite. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas inquiéter les membres du FCC qui sont impliqués dans l'actualité de certains faits, dans les détournements, dans les faits de corruption, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas les inquiéter. Mais on remarque tout simplement qu'actuellement, nous sommes, la première affaire qui a été portée devant la justice officiellement, c'est les programmes de 100 jours. Mais les programmes de 100 jours, il y a eu les directeurs généraux des entreprises, Safricas, OVD, Office des routes, Samibo Congo, Ousmane Saherel. Il y a John Toumba aussi. Il y a... Je vais revenir à John Toumba. Il y a eu le DG du FONER. Donc, beaucoup des directeurs généraux des entreprises publiques qui ont été détenus par la justice. Tout simplement parce que c'est eux qui sont directement impliqués dans la gestion des fonds qui ont été alloués pour les travaux des 100 jours. Mais Vital Kamerhe se retrouve là comment? Parce qu'il était superviseur. Superviseur, oui. C'était lui le coordonnateur. Donc, la justice de notre pays fait une avancée significative. Peut-être qu'on va parler de Moukouna, on va parler d'autres choses. D'ailleurs, oui, on va directement parler de Moukouna, une autre affaire en justice. Oui, c'est celle de Pascal de Moukouna. Il assigne en justice Joseph Kabila, puis lui-même aussi est assigné en justice dans une affaire de viol. Comment l'avez-vous analysé? Avant que je ne parle de son action en justice contre Joseph Kabila, ni de l'action de la dame Mami Chibola, je voudrais faire remarquer que tout de suite, vous avez vu l'évêque Pascal Moukouna s'est présenté devant la justice et tout de suite il est sous MAP. Sous mandat d'arrêt provisoire. Tout de suite il est sous MAP. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un certain élan au niveau de la justice. Et le mandat d'arrêt provisoire est émis lorsqu'on remarque qu'il y a des indices sérieux de culpabilité et que le juge instructeur trouve par exemple que non, la personne peut se soustraire à la justice. C'est-à-dire que la personne peut fuir. Donc, par crainte de le voir fuir, il peut directement les mettre sous MAP. Donc, la justice commence à faire un travail important dans notre pays. Et ça fait trembler beaucoup de coulous en cravate. Ça les fait trembler. Alors, je reviens maintenant à la première action en justice contre Moukouna. Moukouna qui dépose une plainte contre Joseph Kabila. Et tout de suite après. Il y a une plainte contre lui. C'est la politique ou... D'abord, la première chose, je voudrais dire ma désolation de voir Moukouna. Je suis chrétien, personnellement. Je signale que vous êtes évangéliste. Je suis chrétien. Je suis journaliste, mais je suis chrétien. Je ne vais pas renoncer à ma foi, parce que je sais qu'en tant que journaliste, mon travail de journaliste n'a aucune valeur éternelle. Alors, voilà pourquoi je voudrais être... clair sur ce point, pour dire que je suis chrétien. Mais en tant que chrétien, je ne suis pas d'accord du fait que Moukouna se soit beaucoup plus impliqué en politique. Je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai suivi sa vidéo où il a prêché, verset biblique à l'appui, en train de dire qu'on ne peut pas lui demander, à lui, en tant qu'homme de Dieu, de mettre en difficulté Joseph Kabila. Ah oui, j'avais suivi aussi la vidéo. Il a prêché. C'était Joseph Kabila, c'était lui l'envoyé de Dieu, je ne sais pas. Selon lui, toute autorité vient de Dieu, disait-il. Oui, c'est ça. Toute autorité vient de Dieu, disait-il. Ça signifie que selon lui, on ne pouvait pas demander à un pasteur de faire partie de Joseph Kabila. C'est un travail des partis politiques. C'est ça qu'il a dit. Mais je vois que... Et la parole de Dieu dit que Dieu ne change pas, Jésus ne change pas. Oui, la parole de Dieu est claire. Dieu ne change pas. La Bible ne change pas. Mais lui, il a changé. Mais comment expliquer que maintenant, il continue à être pasteur, mais comment il s'engage maintenant en politique?
pour inquiéter Joseph Kabila. Comment s'engager dans la politique? C'est là que je trouve que sur le plan de la foi chrétienne, ce n'est pas un bon exemple. Sur le plan de la foi chrétienne, ce n'est pas un bon exemple. Mais sur le plan politique, le fait pour lui d'avoir introduit une requête ou bien d'avoir resté en justice contre Joseph Kabila, quelque part, il y a une loi qui couvre pratiquement Joseph Kabila. C'est la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Donc Joseph Kabila ne peut pas faire l'objet des poursuites judiciaires pénales pour des faits commis pendant qu'il était président de la République. Même pour les faits commis après ses fonctions de président de la République, il est encore sous immunité. Il faudra que les congrès puissent se réunir et lever ces immunités à 2/3 des membres du congrès. Ce qui n'est pas possible pour l'instant. Et le FCC est majoritaire à outrance au niveau du Parlement congolais. Donc, on ne peut pas s'attendre à des poursuites judiciaires, même si j'ai suivi Jean-Claude Katende dire que le chef de l'État honoraire est poursuivable au regard de l'article 9 de la Constitution. Je ne suis pas constitutionnaliste pour analyser, au regard de l'article 9, pas de la Constitution, mais de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste pour analyser cet article 9 et dire que Joseph Kabila est poursuivable. Mais je remarque tout de suite que quand il présente sa plainte, il y a une plainte contre lui, parce qu'il y a une affaire de sextape qui a circulé. Selon vous, c'est un coup du FCC qui a circulé. Non, je ne vais pas dire... Parce qu'eux disent toujours coup sur coup. Je ne vais pas dire que c'est un coup du FCC. Mais je sais qu'en politique, il y a beaucoup de coups bas. En politique, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez être sûr que vous avez des mains propres. Vous devez être sûr que vous avez des mains propres et que vos détracteurs ou bien vos adversaires politiques ne vont pas chercher à vous renverser. Il faut être très prudent et discipliné. Il faut être très prudent. Il faut être discipliné. Lorsque vous engagez en politique, vous attaquez un homme politique. Mais vous ne voulez pas vous discipliner sur le plan de la sexualité, par exemple. Mais vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber. Lorsque vous ne voulez pas vous discipliner sur le plan de l'argent, par exemple. Vous êtes dans l'effet des corruptions. Vous pouvez tomber facilement. Votre adversaire, une fois qu'il tombe sur un dossier comme ça, qui vous concerne, il le balance et puis vous êtes tombé. C'est ce que je comprends par rapport au cas Mukuna. Mais est-ce que la dame Mami Tibola a-t-elle été violée effectivement? Je n'ai pas toutes les preuves. Puisqu'elle a filmé, c'est elle qui a filmé. Ah oui, les preuves c'est ça. Est-ce qu'on peut filmer mais non, nous devons vraiment nous interroger si un viol peut être filmé. Un viol, ça signifie que la personne n'était pas consentante. Oui. La personne n'était pas consentante. Peut-être qu'elle voulait avoir de preuves. Oui, mais si vous avoir de preuves de quoi? Du viol? Oui. On ne peut pas avoir les preuves du viol. C'est impossible d'avoir des preuves. On ne peut pas avoir malgré elle. On ne peut pas avoir les preuves du viol à travers la vidéo. Ça signifie que votre violeur débarque dans votre chambre. Vous ne savez même pas qu'il viendrait. Quand est-ce que vous avez le temps de préparer votre téléphone? D'activer votre caméra? Donc vous voulez dire par là qu'elle était mal intentionnée. Elle voulait faire du chantage. Alors ça signifie autre chose. Ça signifie que ce sont les juges qui doivent nous aider à réaliser que sur le plan comportemental, un viol filmé n'en est pas un. Un viol filmé n'en est pas un. Filmé n'en est pas un. Il faut que les juges nous aident à comprendre. J'ai lu dans les réseaux sociaux, on parle même d'une prostitution mal rémunérée. Parce que la dame voulait obtenir des documents parcellaires qui étaient détenus par Mukuna. Et c'est pourquoi elle a réalisé cette vidéo pour faire chanter l'homme de Dieu. Je suis en train d'analyser. Est-ce que l'évêque Pascal Mukuna avait retenu les documents pour avoir des avantages sexuels de la part de la dame? Est-ce que la dame aussi, pour se faire, parce qu'elle aurait déclaré qu'elle est sortie avec Mukuna plus de 3 fois. Plus de 3 fois. 3 fois par exemple. Mais est-ce qu'elle était en train de filmer l'acte pour maintenant faire chanter Mukuna afin d'obtenir sa faiblesse à lui donner les documents parcellaires? C'est des questions que je me pose et je pense que et c'est qui n'a pas marché aussi. Comme les procès, ou bien l'audience est déjà programmée pour le 25 mai prochain, on va nous en dire plus. Mais les coups politiques ne sont pas à exclure. Ça existe, mais je n'ai pas de preuves pour dire que le FCC est en train de... Mais comment trouvez-vous quand même cette histoire des sextapes, des hommes de Dieu, tout ça, tout le temps, et faire des vidéos? En tant que chrétien, je suis peiné. En tant que chrétien, je pleure. Les chrétiens, on ne prendra plus l'Église au sérieux, le chrétien devrait être des modèles
les hommes de Dieu Même la parole de devraient Dieu être dit des que soyez modèles. mes imitateurs. Les hommes de Dieu devaient être des modèles de la foi. De la foi. Ne touchez pas, mais ouais. Les hommes de Dieu, lorsqu'ils sont mariés surtout, Ne jugez pas. célibataires ou mariés, lorsque vous portez le nom du Seigneur, lorsque vous prêchez l'évangile, vous devez être des modèles. Vous ne devrez... il peut vous arriver de tomber. Rapidement. Dans la foi chrétienne, il y a de la place pour tomber. Ouais. Il y a de la place On pour dit que tout se homme est relever. faillible. Hein? Mais vous ne pouvez pas demeurer dans des actes Dans le péché. qui font blasphémer les noms du Seigneur. Et si ça, c'est pas bon dans les affaires de Dieu qu'on puisse mélanger avec les sextates, c'est-à-dire que les païens risquent de ne pas venir au Seigneur à cause du comportement des hommes de Dieu. Et ne trouvez-vous pas que cette affaire, mieux la détention de Mukuna, cloue au silence son éveil patriotique? Rapidement, on va chuter. Ah oui. Mais pratiquement. Parce que là, il est détenu. Est-ce qu'il va continuer là-bas en prison? Est-ce qu'il va continuer son éveil patriotique? L'éveil patriotique, personnellement, je ne suis pas tellement chaud avec son éveil patriotique contre Joseph Kabila. Surtout parce que évêque Pascal Mukuna il a défendu Joseph Kabila. Bec et ongle Joseph Kabila. Pourquoi il n'a pas dénoncé depuis Pendant que les autres dénonçaient la gestion de Joseph Kabila, la société civile dénonçait la gestion de Joseph Kabila, la Senko dénonçait la gestion de Joseph Kabila. À un moment, il s'est même attaqué à la Senko. Alors, qu'est-ce qui va justifier qu'aujourd'hui, il s'attaque à celui qui ne gère pratiquement plus? C'est ça le problème. Alors, pendant ces temps, une affaire familiale, rapidement, des Kabila a encore fait surface. Un certain Ibrahim Kabila appelle au test d'ADN avec ses frères. Votre réaction? C'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Je réalise tout Vous l'avez quand même suivi. Je réalise tout simplement deux choses. Oui. La première, s'ils sont de la même famille, si Ibrahim Kabila est de la même famille que Joseph Kabila, ça signifie que l'un a joui du pouvoir. Oui. De la filiation, parce que Laurent Désiré Kabila a été assassiné, l'un a joui du pouvoir, presque héréditaire, l'autre, jouissant des mêmes droits de la filiation, n'en a pas joui. Il est revendiqué, il est maintenant dessus. Oui, oui. Pratiquement il est dessus. Il dit que les autres ont joui, mais nous n'avons pas joui. Alors que nous avons pratiquement le même père. Il a été arrêté tout de suite après l'émission. Nous n'avons pas le même père. Il est passé à une émission ici à Congo. Bon, il a été arrêté puis libéré. Nous avons appris. Mais comment ça s'est passé? Pourquoi être arrêté? Nous avons appris qu'il a été arrêté. Nous avons appris qu'il aurait été visé par un avis des recherches du chef de la maison civile, du chef de l'État honoraire, Théodore Mougalou. C'est parce qu'il dérange ou il dit vrai, il dit la vérité? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas pénétré la plainte de Théodore Mougalou, je n'ai pas pénétré ça, mais j'estime tout simplement que c'est un problème familial. J'estime que c'est la déception. Il est peut-être déçu du fait que les autres ont joui du pouvoir, lui et les autres n'ont pas joui du pouvoir. Il revendique peut-être sa part du gâteau. Ouais. Peut-être que sur le plan familial, il faudra qu'on puisse... Il faut régler en famille. Hein, ça c'est la conséquence de la polygamie. C'est la conséquence. Ça, c'est un autre sujet. C'est la conséquence de la polygamie. Les hommes devraient être responsables pour permettre à leurs enfants d'être des responsables, de ne pas se retrouver dans la rue. Un autre sujet, on pourra aller à ça. Ah oui, d'accord. Alors, dernière question. Danger dans la coalition. FCC cache. Jean-Marc Kaboun pourrait être déchu à travers la pétition de Jean-Jacques Mamba. Voyez-vous aussi ces dangers? Et puis, on va se dire au revoir. Effectivement, il y a un danger. Parce que c'est l'actualité quand même. Effectivement, il y a un danger. Oui. Un danger, pourquoi? Parce que Jean-Marc Kaboun ne veut pas être déchu de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a tout de suite une pétition des 62 signatures. Et si il est déchu, la coalition sera mise en mal. Pourquoi? Parce que les problèmes de la coalition ne devraient pas se traiter de cette manière-là. Tout part du congrès, du fameux congrès qui n'a jamais eu lieu, entre la guerre médiatique entre Alexis Thambwe Mwamba et Jean-Marc Kabound. Le FCC n'a peut-être pas bien digéré le fait que Jean-Marc Kabound, en tant que soldat de l'UDPS, puisse faire cette sortie médiatique. Et je pense que c'est des bonnes guerres en politique. Mais pourquoi ça fait peur à l'UDPS? C'est une place qui est réservée à l'UDPS, normalement. Bon, c'est une place qui est réservée à l'UDPS. Mais vous savez qu'en politique,
il y a un politicien qui avait dit qu'ils vont se donner des uppercuts politiques. On se donne des uppercuts politiques. Il faut avoir des nerfs solides pour les supporter et puis avancer, lorsque surtout on est en coalition. Et je pense que ils vont trouver la solution. Peut-être les deux autorités morales de deux plateformes politiques vont se rencontrer et ils vont trouver un juste milieu. Peut-être qu'il ne pourra plus être déchu, mais s'il est déchu, ça sera peut-être un danger pour la coalition de pouvoir encore avancer, même s'il appartiendrait à l'UDPS de pouvoir remplacer Jean-Marc Aboud par quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la personne qu'on va remplacer va avoir la même carrure de Jean-Marc Aboud pour répondre coup sur coup au FCC? C'est effectivement ça le combat. C'est des bonnes guerres en politique. Ah, pas facile cette coalition en tout cas. Alors merci beaucoup. On voit...